Salut à tous, donc c'est Marc-Olivier Chulet, doctorant en psychoéducation, et cette semaine on va parler d'une question qui est extrêmement complexe, qui est de savoir qui comprend le mieux l'autisme. Est-ce que c'est les chercheurs, les intervenants, les parents ou les personnes autistes elles-mêmes? Alors, je sais que c'est une question extrêmement complexe et qu'il y a beaucoup de points de vue différents là-dessus, et ma réponse va sans aucun doute étonner personne qui me connaît un minimum, c'est sans doute aucune de ces réponses. En fait, je pense sincèrement que personne ne comprend pleinement l'autisme aujourd'hui. Et surtout, je pense que personne ne peut prétendre comprendre seul l'autisme. Par contre, la chance, et ce qui est génial, ce qui est extraordinaire en tant qu'être humain, c'est qu'on a une capacité à collaborer, à communiquer, à chercher ensemble et à trouver des réponses ensemble. Donc autant, je pense qu'aucun de nous pourra clairement pouvoir dire je comprends l'autisme, autant je pense que si on travaille tous ensemble et si on met tous ensemble nos expertises, on a peut-être une chance d'y arriver. Là, quand je dis tous ensemble, au début je vous ai cité 4 groupes. J'ai cité justement les chercheurs, les intervenants, les parents et les personnes autistes. Il y a une raison, j'aurais pu en citer énormément plus. Je pense que tout le monde pourrait contribuer à ça. Mais ces 4 groupes ont quelque chose de très particulier à apporter sur moi. Alors, je vais commencer par celui que je connais le mieux, celui duquel je fais le plus partie, les chercheurs. Euh, D'autant plus que, honnêtement, il y a tellement de mythes qui circulent sur le rôle des chercheurs que ça me fait tellement plaisir pour vous en parler un peu aujourd'hui et je ferai sans aucun doute d'autres vidéos pour en parler plus en détail. Mais les chercheurs, selon moi, apportent 2 choses principales. Premièrement, ce que tout le monde voit, beaucoup de chercheurs sont spécialisés sur un aspect extrêmement spécifique de l'autisme, d'un sujet quelconque. Donc, c'est sûr qu'un chercheur qui a passé des années à travailler sur un aspect va être une ressource indéniable, majeure, pour justement réussir à mieux conceptualiser et à mieux expliquer cet aspect. Mais ce qui est intéressant, c'est que la recherche, à la base, c'est pas forcément ça. C'est pas forcément se spécialiser dans un domaine. Et pour moi, la deuxième chose qu'apportent les chercheurs, c'est la partie la plus importante, c'est que avant d'être spécialisé dans un domaine, on est spécialisé dans une méthode, la méthode scientifique. Alors, je sais qu'on parle de la science, en général, ça donne l'impression qu'on est un peu des savants qui viennent exprimer notre point de vue et qui viennent amener la vérité, mais la recherche, c'est souvent exactement l'inverse. La recherche, à la base, la méthode scientifique, c'est une démarche très humble, même si beaucoup d'entre nous ont encore beaucoup de travail à faire pour limiter notre ego, mais à la base, la recherche, c'est simplement dire, en tant qu'humain, on a énormément de chances de se tromper. C'est facile de se tromper. C'est pas négatif, notre cerveau a été fait pour simplifier plein de choses, donc ça arrive souvent qu'on fasse des erreurs. La science a comme but d'essayer de limiter ces erreurs. Ensuite, c'est clair, quand on regarde l'histoire de la science, il y a des moments où on s'est radicalement planté et on a fait des erreurs massives qui sont restées pendant un bon bout de temps. Mais l'idée derrière, et la façon dont ça devrait se passer, la façon dont ça se passe quand même régulièrement, malgré ce qu'on entend souvent, c'est que quelqu'un a une idée, se dit, écoute, je pense que telle théorie est vraie. Je pense que tel traitement marche. Je pense que telle approche est efficace. Et notre premier réflexe, en tant que chercheur, c'est de douter. On est spécialisé dans le doute systématique. On se dit, super, on va vérifier ce que tu nous dis. On va faire des expériences. On va essayer de vérifier avec plus de personnes. On va demander à d'autres personnes de remettre en question. On va voir s'il y a des hypothèses alternatives. On va voir plein de choses. Et le but ne va pas être de dire, écoute, on a checké, ce que tu dis est vrai. Mais le but va être souvent de pouvoir dire, écoute, on a vérifié, puis au moins ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'avec les expériences qu'on a faites, ça peut être trop faux ton affaire. Ça, c'est fondamental dans la science. C'est que on n'essaie pas de vous dire ce qui est vrai, on essaie juste de limiter ce qui est faux. Et je vous parlais des grandes erreurs de la science, on peut dire ce qu'on veut, au bout d'un moment, au bout de beaucoup trop de temps, mais finalement, on accepte qu'elles sont fausses et on évolue. Tout comme aujourd'hui, il y a sans aucun doute plein de choses fausses qu'on va réussir à découvrir qu'elles sont fausses et on va avancer. Et ça, c'est quelque chose de très important parce que selon moi, c'est là que se trouve le rôle des chercheurs, puis je vais en reparler un tout petit peu après. Les deuxièmes personnes, c'est les intervenants. Alors, les intervenants sont un groupe de personnes très hétérogènes. On a les psychoéducateurs, les éducateurs spécialisés, les enseignants, les psychologues, psychiatres, bref, toutes personnes qui ont une expertise pour justement
intervenir avec les personnes. Alors, eux aussi ont énormément d'expertises différentes. Pour simplifier, pour moi, il y en a deux. Comme j'ai dit, ce sont des spécialistes de l'intervention. Les programmes que nous, on a développés en tant que chercheurs ou qu'on a testés, etc., c'est eux qui vont pouvoir les rendre applicables, qui vont pouvoir les rendre plus humains, plus chaleureux, plus efficaces. C'est eux qui font que ça rentre dans la réalité. Non seulement ça, mais c'est eux qui vont aussi pouvoir nous dire, écoutez, c'est super cute ce que vous nous avez imaginé là, mais ça rentre pas, ça marche pas, ça marche pas parce qu'on n'arrive pas à mettre ça dans la vie quotidienne, ça marche pas parce que ça prend trop de temps, puis ça prend trop de moyens, parce que ça prend trop de choses. Ou, au contraire, nous dire, hey, ça marche, mais seulement avec ce sous-groupe-là. Avec ces personnes-là, ça marche bien, mais avec celles-là, ça marche pas. C'est eux qui nous donnent le feedback le plus important pour pouvoir développer ça. Et on a des fois cette image comme quoi le chercheur est en haut et l'intervenant est en bas. C'est totalement opposé. Ils ont une expertise fondamentale et c'est nous, les chercheurs, qui sommes plutôt là pour aider là-dedans. La deuxième expertise, pour moi tout aussi importante, c'est que c'est eux qui sont spécialisés pour créer des interventions. Déjà, la majorité de ce que nous, on va tester comme intervention en tant que chercheurs, c'est pas nous qui les avons imaginés, c'est des intervenants qui sont venus nous dire, hey, on pourrait faire ça, vérifier si ça a du sens. Mais même, aujourd'hui, il y a tellement de choses qui sont jamais étudiées par la science. C'est là que les intervenants aussi jouent un rôle majeur, parce qu'ils peuvent développer des choses, suggérer des choses. Pour prendre un exemple concret, la question d'aller aux toilettes. Je connais aucune recherche à grande échelle qui a été faite pour trouver des techniques pour aider les enfants autistes qui ont de la difficulté à aller aux toilettes à favoriser ça. Par contre, je connais énormément d'intervenants qui ont trouvé des solutions ou des techniques ou des choses. C'est eux qui vont nous suggérer des choses. Et ensuite, nous, la seule chose qu'on peut faire, c'est dire, écoute, en tant que chercheur, je doute, on va vérifier si ça marche. Et ensuite, vous redire si ça marche ou si ça marche pas. Ou si ça marche pour certaines personnes ou d'autres, etc. Comme vous voyez, c'est le message fondamental, c'est que on est complémentaires. Ça, c'est au niveau professionnel. Mais pour moi, tu as les parents. Les parents, pour une raison que je ne comprends pas, j'ai rencontré tellement de parents qui avaient l'impression de ne pas avoir une expertise aussi forte que celle des chercheurs ou celle des intervenants. C'est complètement faux. Vous êtes tout aussi spécialisés que nous et votre expertise est tout aussi importante. Et je dis absolument pas ça pour dire quelque chose de politiquement correct, c'est une conviction profonde. Déjà, il y a deux choses. Vous êtes les spécialistes de la vie quotidienne de l'autisme. C'est vous qui pouvez intervenir, illustrer, nous permettre de comprendre tout ce qui touche à la vie quotidienne, puis des dimensions que nous, en tant que chercheurs, mais aussi en tant qu'intervenants, on ne connaîtra jamais. C'est vous qui pourrez nous expliquer ce que c'est justement de vivre jour après jour, à devoir mettre certaines interventions, à devoir faire certains changements, à devoir faire certaines adaptations, de vivre que ce soit avec parfois le regard des autres, parfois avec les demandes administratives, parfois avec toutes ces difficultés-là, c'est vous qui allez nous expliquer ce que c'est concrètement, parce que nous, on a beau lire dessus, puis je peux vous assurer que j'ai lu énormément, on ne saura jamais ce que c'est concrètement. Deuxièmement, vous êtes les experts d'une personne autiste. Vous l'êtes plus que qui que ce soit d'autre. Votre enfant, je peux vous assurer qu'il n'y a personne qui le connaît plus que vous. C'est-à-dire que nous, on va pouvoir vous amener des idées d'intervention, des idées d'approche qui vont pouvoir l'aider, mais finalement, c'est souvent vous qui allez pouvoir nous dire, oui, ça marche, puis ça, aucune chance que ça marche. Et souvent, on suggère quand même d'essayer, mais souvent, quand des parents nous ont dit, tu sais, je pense pas que ça va marcher, par expérience, souvent, ils avaient raison. Alors, on regrette rarement d'avoir essayé, au moins on a plus d'informations, mais c'est vous qui êtes les experts de cet enfant. Comme j'ai dit, c'est une force, vous allez pouvoir adapter les choses beaucoup plus que ce que nous, on pourrait faire, ou ce qu'un intervenant qui a vu même des millions d'enfants autistes, bon, ce serait un vieil intervenant, mais qu'on aurait vu énormément, pourrait faire. Ça a le défaut, par contre, que parfois c'est difficile de voir les... On reste très stické sur les personnes autistes que nous, on connaît. C'est-à-dire que, comme vous le savez, le trouble du spectre autistique est incroyablement large. Il y a des personnes extrêmement différentes. Et souvent, il faut se rappeler que quand on connaît une personne autiste,
on connaît une personne autiste et que donc ce qui a marché pour notre enfant ne marche pas forcément pour d'autres. Et il faut justement à ce moment-là avoir l'aide des autres personnes pour dire, OK, qu'est-ce qu'on va pouvoir suggérer aux autres parents? Qu'est-ce qui, au contraire, on va garder plus pour notre enfant pour que ça marche bien pour lui? Euh, Désolé, je sais que ça sent un peu flou comme ça, mais je vais vous donner un exemple. Par exemple, aller chez le coiffeur. C'est un exemple que j'aime beaucoup parce que je connais très peu, donc je connais aucun chercheur qui a fait une recherche sur comment aller chez le coiffeur avec un enfant autiste. Je connais quelques intervenants, mais j'en connais très peu, parce que souvent c'est quelque chose qui se passe plus dans la vie privée. Donc c'est vous, en tant que parent, qui allez trouver des trucs ou des idées ou des choses qui marchent. Ensuite, vous, ce qui se passe, c'est que ensuite vous allez peut-être en parler à un intervenant. Cet intervenant va se dire, mon Dieu, je connais d'autres familles qui ont la même difficulté. Donc, on va pouvoir l'appliquer à plusieurs familles. Puis on va se dire, mon Dieu, ce truc, il a l'air de marcher. Et on va se dire, bon, ben, on va vérifier si vraiment ça marche ou si c'est juste, écoute, on y croit, donc les choses s'améliorent parce que nous, on est plus relax. Là, on demande aux chercheurs de vérifier. Puis ensuite, soit on dit comme, hey, bravo, ça marche, puis super. Soit on dit, écoute, on n'est pas trop sûr sur tel point. Puis ensuite, c'est vous qui allez vérifier, etc., etc. Il y a vraiment une vision, une fois de plus, incroyablement complémentaire entre les trois. Les dernières personnes, c'est les personnes autistes. Et pour moi, c'est évidemment le plus important. Euh, je pense que c'est évident à quel point leurs connaissances sont importantes. Mais il y a vraiment pour moi, une fois de plus, deux points que je trouve extrêmement importants. Déjà, c'est les seules personnes qui pourront nous dire ce que c'est l'autisme vécu de l'intérieur. Je peux dire, en tant que neurotypique, je peux lire des milliers et des milliers de livres et puis je peux vous assurer que je lis énormément de témoignages pour essayer de comprendre. Je comprends pas. Je ne peux pas comprendre ce que c'est de vivre l'autisme de l'intérieur. Je peux essayer de m'en approcher, essayer de comprendre certains aspects, mais j'aurais jamais le vécu intime de ce que ça peut être. Ce point de vue, ça, il n'y a que les personnes autistes qui peuvent nous l'amener. Deuxièmement, j'ai dit avant que les parents étaient les spécialistes d'une personne autiste. Oui, les personnes autistes le sont évidemment encore plus. Et c'est la même chose qu'avant. C'est sûr que ça va toujours dépendre de la situation, mais encore plus qu'avec les parents, c'est eux qui vont pouvoir nous dire, écoute, oui, ça marche avec moi ou ça marche pas avec moi. Alors évidemment, il y a des questions de à quel point est-ce que la personne peut s'exprimer, etc. Mais on doit toujours essayer au maximum d'aller chercher comment est-ce que la personne le vit pour essayer de pouvoir adapter encore plus. Une fois de plus, même problème qu'avant, même si c'est l'autisme vécu de l'intérieur. Quelqu'un qui connaît une personne autiste ne connaît qu'une seule personne autiste. Cette logique que et d'ailleurs, les témoignages le montrent bien. Quand tu lis les différents témoignages de personnes autistes, oui, il y a des choses communes, mais il y a surtout tellement de variations. Donc, une fois de plus, c'est toute une réflexion de dire qu'est-ce qui, dans le vécu des personnes, peut être amené à d'autres personnes et peut s'appliquer aussi, ou qu'est-ce qui est très spécifique. Puis, comme je l'ai dit, pour moi, je le dis, je le répète, et je sais que si vous comptez le nombre de fois où je vais dire le mot collaboration dans cette vidéo, vous allez je vais sans doute casser tous les records, mais c'est ça qui est fondamental, c'est qu'on le voit, on a tous une expertise différente. Les chercheurs avec une méthode et des connaissances très spécifiques, les intervenants avec leur expérience et l'intervention avec de nombreuses personnes autistes, les parents avec leur connaissance intime des personnes autistes, la réalité du quotidien, et les personnes autistes elles-mêmes avec leur point de vue unique sur ça. Puis c'est qu'en mettant toutes ces expertises complémentaires ensemble qu'on pourra comprendre mieux l'autisme. Sauf qu'évidemment, tout ça, ça peut marcher que si on travaille tous ensemble. Ce qui n'est pas si facile que ça. Et je ne parle pas seulement du domaine de l'autisme. On le sait, les êtres humains, on est doués pour collaborer, mais maudit qu'il y a des défis. Pour moi, il y a vraiment deux choses sur lesquelles on doit travailler. Premièrement, c'est niaiseux, mais si on veut bien collaborer ensemble, il y a une question d'attitude. Puis là, je parle à tout le monde, puis c'est pas du tout pour justement dire hey, vous avez donc une mauvaise attitude, il faut changer ça. Non, je dis ça pour moi aussi. Pour moi, il y a vraiment trois points principaux. Déjà, il y a une question d'humilité. En tant que chercheur, c'est facile de pouvoir dire, mais ouais, ce que tu dis, ça ne correspond pas à ce qu'on a eu. C'est important qu'on le dise. Par contre, ça ne veut pas dire que nous, on a forcément une vérité absolue. C'est juste dire, ça me semble bizarre, on va discuter ensemble. Même chose pour les intervenants. Quand un parent arrive et dit, mais écoute, moi, ça marche pas avec mon enfant.
même si ça marchait avec 7 millions d'autres enfants avant, ben, une fois de plus, il faut qu'on ait l'humilité de dire, ben, ouais, notre approche est encore à perfectionner, on va écouter ça. Même chose pour les parents, de temps en temps, qui sont, par exemple, un exemple que j'ai pu voir, euh, convaincus qu'une chose a marché pour leur enfant. Puis nous, en tant que chercheurs, on arrive et on fait comme, c'est bizarre, est-ce que ça te dérangerait qu'on vérifie? Puis on vérifie, puis on se dit, ah, c'est peut-être autre chose qui a provoqué le changement. Puis une fois de plus, c'est pas que nous, on essaye de dire, voyons, vous avez donc ben tort. On essaye de dire, ben, on réfléchit ensemble. Et parfois, ça demande aussi, puis c'est pas forcément facile, une certaine humilité des parents de dire, ben oui, je me suis trompé là-dessus. Ce que je fais ne marchait pas. Puis justement, changer là-dessus. Euh, et évidemment, pour les personnes autistes, il y a aussi un travail d'humilité à faire. euh, parce que souvent, parfois, les personnes autistes ont cette conviction, puis qui est sans aucun doute vraie, de mieux connaître l'autisme que tout le monde. Je suis totalement d'accord sur le fait qu'ils ont une perspective unique. C'est une fois de plus ce travail de dire oui, mais d'autres personnes qui ne le vivent pas de l'intérieur peuvent aussi amener d'autres dimensions. Alors là, comprenez bien, quand je parle d'humilité pour tout le monde, je ne suis pas du tout en train d'accuser qui que ce soit ou un quelconque groupe ou bref, peu importe. Je dis juste, si on n'a pas d'humilité tous, ça va être difficile de travailler ensemble. Deuxièmement, le respect, évidemment, je veux dire, je continue d'être choqué, et une fois de plus, je ne parle pas que de l'autisme, lorsque des personnes qui sont en désaccord sur quelque chose, plutôt que de réaliser on est en désaccord, mais on réfléchit ensemble, s'attaque. C'est quelque chose que j'ai beaucoup de peine à comprendre, et c'est quelque chose qui est pour moi fondamental à changer. Et finalement, c'est un engagement. C'est un engagement pour tous. Si on veut collaborer, ça va être un travail de longue haleine, et il va falloir mettre beaucoup d'efforts là-dedans. Mais disons qu'on arrive à atteindre tout ça. Tout le monde est très humble dans leur approche de l'autisme, tout le monde est très respectueux des autres, tout le monde est très engagé, super, on a une incroyable communauté pour. Ça suffit pas. Parce que, après ça, il faut un espace pour collaborer. Je veux dire, moi, en tant que chercheur, je peux avoir envie de rencontrer des parents, je peux avoir envie de travailler avec des intervenants, mais pour ça, il faut que je puisse les rencontrer. Puis, évidemment, je ne pourrais jamais rencontrer toutes les personnes qui sont touchés par l'autisme. Je veux dire, on pourrait essayer de se faire un immense colloque tous ensemble, mais à mon avis, ça va nous prendre à peu près la totalité de Montréal. C'est juste impossible de le faire. C'est pour ça, puis vous ne serez absolument pas étonné de ça, que moi je pense qu'on doit avancer vers des méthodes de collaboration euh, informatique. Est-ce que ça veut dire que ça doit remplacer la collaboration en personne? Non, non, absolument pas. Il faut se rencontrer, il faut parier. Il y a quelque chose de la rencontre humaine qu'on ne pourra jamais remplacer. Mais, pour mettre notre connaissance en commun, l'informatique est un outil génial. Je veux dire, aujourd'hui, on n'a jamais été aussi connecté qu'avant. On l'a fait pour voir des vidéos de chats et savoir ce que d'autres personnes ont mangé. Imaginez qu'on fasse juste la même chose pour comprendre l'autisme. Même logique, même technologie, on peut révolutionner des choses rien qu'avec ça, et ça, j'y crois profondément. Alors, c'est un peu ce qu'on essaie de faire avec Miri. Essayer de créer des outils pour que chacun puisse amener son expertise. On va en parler dans plein de vidéos. On est en train de développer des choses justement pour que les parents, les personnes autistes, les intervenants, les chercheurs, chacun ait un espace pour pouvoir amener leurs connaissances spécifiques. Alors, évidemment, pas n'importe comment. C'est sûr que ça demande des méthodes pour le faire, ça demande de la vérification, ça demande beaucoup de précautions parce qu'on ne veut absolument pas qu'il y ait des informations fausses ou dangereuses qui circulent au milieu de plein de gens. Mais notre but, c'est ça, c'est de prendre l'expertise spécifique de chacun, d'essayer de réussir à la centraliser et à long terme à la combiner. Et comme je le disais, on s'engage à faire ça. C'est pour ça qu'on utilise l'intelligence artificielle, on veut rendre cet outil simple, efficace, moins fastidieux, on veut le rendre vraiment le plus simple possible, mais ça ne suffira pas. En fait, Miri ne servira pas à grand chose si on ne s'y met pas tous à travailler dessus. Alors, au niveau de la recherche scientifique, c'est bon, on est engagé, mais il va falloir qu'on arrive à justement réussir à venir chercher toutes les autres personnes, les intervenants, les parents, les personnes autistes. Il faut vraiment qu'on aille créer autour de Mérine toute une communauté. Puis honnêtement, je suis très optimiste. Alors je sais que j'ai un gros côté calinours et puis j'assume complètement ça, mais quand je vois non seulement les réactions des gens, qui sont quand même très positives, même si certains sont de façon totalement justifiée, plus
se demander comment ça a marché, et puis qu'est-ce que ça a donné concrètement, etc. Puis c'est totalement normal, mais il y a quand même un grand intérêt. Et ce que je vois, c'est que la communauté de l'autisme, même si évidemment il y a des tensions comme dans n'importe quelle communauté, tout le monde est profondément engagé pour essayer d'améliorer la situation. Avec des voix différentes, on est tous très engagés. Et je suis persuadé que si on arrive à faire de Méline un espace justement d'échange pour ça, si on arrive à créer cette communauté, on pourra vraiment révolutionner le milieu de l'autisme. Donc, pour répondre à la question, qui connaît le mieux l'autisme? Mon point de vue, c'est aucun de nous, mais si on travaille tous ensemble, je pense qu'on a une belle chance d'y arriver. Alors, merci beaucoup. Au revoir.